Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Spurs Break, un podcast mensuel proposé par la Spurs Nation France pour faire un break dans la saison NBA et discuter des San Antonio Spurs. Avec nous aujourd'hui le Big Three de Spurs Break, les teams Tony et Manu, les Totally Spies. Reste à savoir qui est Alex, Clover et Sam. Salut Pierre, salut Jules, salut Benj. Salut. Bonjour. Je précise que je suis Alex. T'es Alex, très bien. Moi je veux être la blonde. Allez, Spurs Break épisode 12, c'est parti. Avant de débuter, un petit mot pour vous remercier. Vous avez été nombreux à écouter l'épisode 11 de Spurs Break. Petit record d'audience. Vous avez posé aussi beaucoup de questions pour l'épisode d'aujourd'hui. Vous régalez. On va commencer d'ailleurs avec une des questions de la part de Pizzano27. Qui est le plus fort, Trotro ou le petit ours brun ? Alors, Petit ours brun. Bah, C'est un ours. je pense il honnêtement défonce. qu'un ours ça défonce un âne, mais Ouais. après, Ouais. voilà. Est-ce que vous avez des stats sur ça ? bah, Petit ours brun, il a déjà laté la gueule de Leonardo DiCaprio, donc. je pense Quoi que Ah ça bon fait- Bah ouais, vous avez pas vu The Revenant ? C'était lui, hein. Ah oui, Bon, on va peut-être prendre une autre question peut-être. ce serait pas mal, ouais. Une question de Padfire 9. Keldon peut-il s'imposer en tant que futur gros joueur de l'équipe ? bah, honnêtement, N'est-il déjà pas un gros joueur ? est-ce que ça Ouais, l'est pas voilà. déjà? C'est ça la question. Parce que c'est déjà le deuxième joueur derrière DeRozan qui joue le plus. Mhm. Donc Mhm. il est déjà bien responsabilisé dans l'équipe. Après évidemment, la question c'est est-ce que ça pourra devenir, je pense c'est sous-entendu, est-ce que ça va pouvoir devenir un joueur majeur dans une équipe avec plus d'ambition que celle-ci? La réponse dépendra de sa régularité et de sa capacité à parce que on a entendu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques matchs, que Murray disait que Keldon était en train de devenir un leader de vestiaire et quelqu'un qui parlait beaucoup et qui était très motivant. J'ai plus le mot, mais on a capté. Donc ça va dépendre de ça et de sa capacité à aussi varier un peu son jeu parce qu'il a un jeu très binaire pour le moment. C'est pénétration sur 4 Shoot ou personnes drive, ouais. ou spot-up à 3. Donc à voir. Mais en vrai, il a tout le temps du monde pour le faire et déjà son niveau actuel est une super surprise. Comme tu dis, il a sûrement la mentalité pour. Après, il faudra voir comment il évolue dans son jeu. Et puis, si on en reste aux Spurs, il faudra voir aussi la gueule que l'équipe aura d'ici les prochaines saisons. Mais c'est vrai que mentalement, tu vois, il a pas peur, donc il a tout pour en tout cas être un leader vocal. C'est un très bon joueur, déjà, mais je pense pas qu'il ait le niveau pour être un futur All-Star, un futur grand de la Ligue, je pense pas. Ouais, il a que 21 Mais, ans. ouais, mais même, Mm. je pense qu'on verra assez vite des certaines limites, notamment au niveau de la création du shoot. Alors je lui souhaite évidemment de passer ce cap, mais ce sera peut-être pas un énorme joueur, mais un joueur précieux, ça c'est sûr. En vrai, c'est encore un peu tôt pour le dire. Bon, là, je vais prononcer le nom interdit, mais quand tu vois Kawhi à ses débuts, tu t'imaginais pas du tout C'est vrai. que ça allait devenir le joueur qu'il est actuellement. Donc, en vrai, il peut réserver de belles surprises, mais comme Jules l'a dit, il peut très bien avoir un plafond qui peut atteindre très vite. Après, ce qu'il aura toute sa carrière s'il n'y a pas de blessure, c'est il a le physique d'être une star en NBA, quoi. Mais il peut très vite devenir élite défenseur. Ça aussi, ouais. Ouais, ça c'est sûr. Il y a une autre question sur Twitter d'un gars qui s'appelle Keldon futur MVP, donc pas très impartial, qui dit Lonnie ou Keldon à l'avenir des Spurs. Moi je dirais les deux, dans des rôles Ouais. très différents. Bah, moi, je dirais aucun des deux si on doit choisir un des deux pour être l'avenir des Spurs. Non, mais- Le plus probable pour moi, ce serait plutôt Lonnie. Ouais. Mais Si on parle de potentiel pur, c'est Lonnie. Si on parle de Après, futur voir. star, aucun des deux. Si on parle de deux bons joueurs au sein des Spurs, c'est les deux. Enfin, ça dépend Exactement. du point de vue de la question. Je pense que les deux ont leur place dans l'avenir des Spurs. On en a parlé souvent, mais Lonnie en tant que sixième homme pourrait être une option incroyable, je pense. Mais en fait, Lonnie a le potentiel soit d'être un excellent season homme, soit d'être un franchise player en fait. C'est ça C'est ça. Mais en fait, on voit. Enfin, en fait, le truc c'est contrairement à d'autres joueurs d'effectifs comme par exemple Keldon ou Devin Vassell, Mhm. Lonnie, on voit pas tellement de limites dans ses capacités. On voit plutôt des limites dans sa façon de faire. Par exemple, qu'est-ce que Lonnie ne fait pas sur un terrain? Il tire à 3 points, il tire en mid-range, il pénètre au panier, il défend, il prend des rebonds. On l'a vu Il passe. faire des passes aussi. Mais qu'est-ce qu'il fait très bien?
il tire très bien à 3 Rien. points cette saison, mais c'est tout. C'est ça le C'est problème. léger. Et ces derniers matchs, Il y a peu de matchs. il a eu un gros passage à vide, il a eu un petit passage à vide sur les derniers matchs, où on l'a surtout vu juste être un spot-up shooter à 3 et où il faisait rien. Il a toujours des problèmes de finition au cercle, où j'ai l'impression qu'il n'a pas de plan. Quand il saute, il ne sait pas exactement ce qu'il veut faire. Et du coup, on l'a vu souvent changer d'idée pendant son saut, ce qui est problématique pour finir correctement au cercle, surtout s'il y a de l'adversité, alors que Keldon Johnson est un tank. C'est pour ça qu'il y arrive mieux aussi. Ouais. Mais donc, Physiquement, c'est pas les mêmes. Hein. ça va être exactement. Lonnie est beaucoup plus. Alors que Lonnie, on a vu. Bon. Non, mais on l'a vu bien. Oui, Bunch. On a vu qu'il avait. On a vu qu'il était bien, qu'il était bien dessiné. Mais Keldon a l'avantage d'être plus gros. Voilà. Non, mais. Keldon, c'est un buffle. Hein. C'est ça, c'est à voir jusqu'où Lonnie peut aller pour effacer ces limites-là. Et est-ce que Keldon a de la ressource qu'on n'a pas encore vue enfin, il en a, c'est sûr, mais qu'est-ce qu'il a comme ressource qu'on n'a pas encore vue? Bah, je pense que Lonnie, à l'inverse de Keldon, sait déjà créer son shoot. Oui. Keldon, c'est du tout droit. Oui. Quand il va au cercle, c'est du tout droit. Et sinon, on voit rarement, voire jamais, Keldon pull-up à 3. Enfin, très rarement. Oui. Pull-up à Ouais. 3, très rarement. Pull-up à mi-distance, Donc- très peu aussi. Après Keldon, tu dis que c'est un tout droit, mais des fois il va s'empaler de manière un peu débile, mais, mais il marque, ça lui arrive aussi. Mais, ouais, Et bien où il sûr provoque qu'il de la peut faute, marquer ouais. même comme ça. Mais aussi, je trouve qu'il pénètre intelligemment et il fit bien dans le jeu offensif des Spurs de cette saison. Oui, oui. Ah non, mais c'est un joueur très intelligent. Et je Ouais. pense que beaucoup Tu vois, plus parce que que Lonnie, t'en parles un peu d'ailleurs. comme un tout droit, tu vois, quand on dit un tout droit, ça fait un peu le mec qui Ouais. s'en Non, sort mais pas, pour quoi. le coup, c'est littéral, il va tout C'est droit. plutôt, C'est- c'est plutôt un problème technique que mental. Alors que Lonnie, c'est plus un problème mental que technique. Mhm. Et la différence, elle est là, je pense que tu peux plus facilement récupérer Lonnie peut plus facilement progresser mentalement plutôt que Keldon techniquement, je pense. Parce qu'on a vu Lonnie faire de Je sais pas très si c'est belles clair. choses en l'absence de DeRozan, et c'est lui c'est lui qui marquait le plus, c'est lui qui tirait le plus, c'est lui qui avait les rênes de l'équipe en attaque. On l'a pas vu beaucoup, on l'a vu sur un match et demi, mais C'est on pas- a déjà vu ça chez lui. On commence déjà à le voir. Il y a un match où il fait 21 points en première mi-temps. Non Oui, C'est- et je après sais en pas deuxième, qui. après en deuxième mi-temps, Il s'efface. il s'efface, et le deuxième match, il est beaucoup plus régulier, il met genre 26 points, un truc comme ça. Mm. Il fait 2 beaux matchs en l'absence de DeRozan. Mhm. Et du coup, c'est là qu'on voit un peu tout le potentiel. Alors que Keldon est plus régulier, Après, mais moins. Keldon a joué moins 20 matchs impactant. NBA dans sa vie, quoi, Ouais, voilà. pour le moment. Ouais. Et il a déjà, donc là, on parle de ce qu'on voit, ça va vite changer, honnêtement. Pierre, t'en Après- penses quoi sur le débat sur les deux là? Bah, en fait, c'est assez dur de faire un choix parce qu'ils ont quand même des profils assez différents. Et donc, Mhm. si on parle de l'avenir des Spurs, bah, est-ce que dans 3-4 saisons, on aura plus besoin d'un Lonnie ou d'un Keldon? Ou est-ce que les profils qu'ils ont seront plus faciles à trouver sur le marché? J'aurais tendance à dire que ouais, Lonnie, niveau bagage offensif et tout, il peut représenter notre avenir, mais il reste encore assez jeune et comme on a parlé, Binge et Jules l'ont dit, il a parfois un decision making un peu compliqué parfois. Alors que Keldon est beaucoup plus valuable entre guillemets dans le sens où il peut ne pas perdre 5 ballons par match et pas faire de fautes stupides. En fait, je le trouve déjà très mature dans son jeu. Et mis à part quand il force un peu parfois ses pénétrations. Mais Ouais. en fait, là, la question, tu me poses un peu une colle parce que j'arriverai pas à te dire lequel représente notre futur parce que les deux ont des profils hyper intéressants et en plus sont plutôt bons dans l'équipe qu'on a cette année. T'as le droit aussi de garder les deux. Hein. C'est T'as le ce droit qu'on aussi a de dit garder avant, les deux. ça dépend du rôle. Ouais, bah qu'on voilà, attend d'eux. c'est ce que vous avez dit. Vous avez fait un Mm. choix, moi j'ai choisi de comment dire, Joker. Il y a un gars dont on parle pas beaucoup en ce moment parce qu'il est blessé et donc on le voit pas forcément. Mais il y a eu pas mal de questions sur lui sur Twitter. Queen Darry Weatherspoon. Non, Mhm. absolument pas. C'est Derrick White. Le roi. J'ai vu des Le choses en King. ce moment. Ouais, pour nous c'est le King et il doit être dans l'équipe. King Derrick. Mais il y a eu pas mal de choses, de rumeurs comme quoi il faudrait trade Derrick pour laisser de la place au trio Dejounte, Lonnie, Keldon. Vous en pensez Je peux quoi? me permettre? Oui, permets-toi. LOL. Ça résume parfaitement ma pensée aussi. Ouais, pareil. Non, c'est n'importe quoi, clairement. Il y a pas de. Je vois pas l'intérêt de trader le meilleur joueur des 4 Exactement. déjà.
pour commencer. Alors moi, je commence Ensuite, à avoir un débat entre Murray et Derrick. Il va falloir voir comment il retourne, mais Murray, il est très très chaud sur ce début de saison. il est très bon, Il est très très bon. mais offensivement, Derrick est vachement meilleur Il est quand peut-être même. plus valuable, à voir. Il est Mais beaucoup plus propre déjà. Mhm. Non, mais Mais c'est on vrai va que voir. On va Dejounte voir. commence à montrer des très très belles choses. Dejounte fait très très plaisir. C'est vraiment un régal. Déjà, il a plus peur, etc. Mais ça, vous en avez parlé Ouais. au dernier podcast, que c'était lié à sa blessure, etc. Donc, ça fait énormément plaisir de le voir comme ça. Maintenant, j'attends de la constance pour Dejounte, ce qu'il n'a jamais montré Bah en dans fait, sa carrière. Là, cette en année, fait, il commence à le montrer un petit peu. Déjà je trouve que Oui, je trouve que cette saison, même quand on le voit pas, il est valuable à l'attaque. Tu vois. Il y a des matchs vraiment où tu le vois pas du match, tu penses pas à lui. Je crois que c'était le match contre les Wizards où tu le vois Ouais. quasiment pas, il est pas du tout noté et il finit à 11 points, 10 rebonds, 10 passes, un truc comme ça. Et je dis ah oui quand Oui, même, c'est ça. d'accord, j'avais pas vu. Et du coup Non, il mais c'est ça, c'est qu'il- arrive à se fondre dans le collectif. Parce que Derrick fait très bien déjà aussi. Et ce qu'il peut faire aussi, Mm. bah, en fait là, on va peut-être parler un peu trop de Dejounte, mais ce que je trouve qui est pas mal avec lui, c'est que même quand il shoot à des pourcentages dégueux, bah, ça se voit pas forcément au niveau du score et de l'apport Il qu'il a. fait tellement de choses sur le terrain. Il fait plein d'autres choses qui compensent parfois ses layups ratés ou ses tirs parfois qui sont très bons et qui ratent, hein, ça arrive à tout le monde d'en rater. Mais après, pour revenir à ta question, ouais, enfin, Derrick, faut pas le trader parce que déjà, j'aimerais bien voir la gueule qu'a l'équipe quand on a les 4 sur le terrain, comment Pop il peut agencer ça, qui fait sortir du banc. En fait, ça se trouve, Derrick, il peut très bien être starter contre certaines équipes et contre d'autres, il sort en seconde unit. Ça poserait pas de souci. Ouais. Je pense honnêtement que à son retour, Derrick sera en sortie de banc pour pas poser problème à l'alchimie d'équipe. Par contre, si Lonnie Walker continue comme ça, il va clairement perdre sa place de starter. Et je pense que, en vrai, honnêtement, je pense que Lonnie a plus sa place en sixième homme parce qu'on l'a vu. Quand pense aussi. c'est le joueur le plus responsabilisé, il fait des belles choses. Évidemment, sur un petit sample, mais on a vu qu'il pouvait le faire. Alors que Derrick, lui, par exemple, on a vu un match de lui contre les Lakers et on a vu qu'il apportait tellement. En plus, on a des problèmes. C'est un problème qu'on se trimballe, j'ai l'impression, depuis 3 ans, où les titulaires galèrent et puis se tapent des 10 points de retard au bout de 10 minutes de jeu, des choses comme ça, des trucs relous. Et Derrick, on l'a vu contre les Lakers, il apporte tellement, il fluidifie tellement l'attaque. Sur pick and roll, il va chercher Paul Tull n'importe où avec des bounce passes. C'est le seul qui fait ça, qui a autant de ressources pour faire marquer les autres. Et si on lui le responsabilise, on va pas le responsabiliser autant que dans la bulle, mais si on lui donne des responsabilités similaires à ce qu'il avait dans la bulle et qu'il y tient, et qu'il arrive à porter ça sur ses épaules, l'équipe va tourner tellement mieux. C'est tellement un facilitateur et il arrive tellement bien à se fondre dans un collectif aussi. Il fonctionne trop bien en fait. Je vois pas comment il pourrait briser l'alchimie d'équipe. Non, bien sûr, mais Je l'avais dit sur Twitter il y a pas longtemps, c'est un serpent. Le mec, il va faire son trou dans l'équipe, il va apporter autant qu'il peut apporter, personne va en parler et on va nous proposer des packages de trade improbables où limite il est comparé on va l'échanger contre un first pick de draft, quoi. Un 28e pick, un truc comme ça, ce qui a aucun sens. Alors que l'année dernière, c'était le joueur le plus valuable de l'équipe, quoi. Un dé. Mais déjà aussi, ça va faire du bien parce que c'est quand même notre meilleur meneur de jeu sur pick and roll. Sans faire offense à DeRozan, mais qui est meilleur sur de l'ISO, sur. Il joue beaucoup en pick and pop avec Aldridge, mais sinon c'est. Ouais. Tu dis que Derrick est meilleur que DeRozan en isolation? Non, que DeRozan est meilleur en isolation. En pick and roll, je pense. Je pense que c'est notre meilleur meneur de jeu en pick and roll. Sachant que Derrick a joué 0 isolation de toute la saison dernière, fallait le porter. Hein. Oui. Non, mais bien sûr, je ne suis pas. C'est pour ça que je ne suis pas complètement fou. Mais par contre. Enfin, je veux dire, Derrick, je pense que c'est un meneur de jeu par excellence, tu vois. C'est-à-dire qu'il va fluidifier le jeu, comme tu disais, il va trouver tous ses partenaires, etc. Il va jamais se mettre en avant. Il va pouvoir permettre à tout le monde de trouver son rythme. Si Lonnie n'est pas en rythme, Derrick va pouvoir l'aider à se mettre en rythme. On sait qu'il est capable. Maintenant, est-ce qu'il va bien revenir de ses blessures? Ça va peut-être être compliqué au début. Je sais même pas quand est-ce qu'il revient d'ailleurs. Alors, au moment de sa blessure, est-ce que t'as l'info? Je me souviens plus exactement quand était sa blessure. Ils annonçaient 1 mois à 6 semaines. Du coup, il doit rester un truc genre 3 semaines. On n'a pas d'info le soir du 27 janvier. On enregistre le 27 janvier, on n'a pas précisé.
Juste après alors, un jour ou 2 jours après le postpone du match face aux Pelicans. Match reporté contre les Pelicans, ouais. Pierre, tu as dit qu'avec le retour de Derrick, il faudrait voir comment Pop fait avec les 4 joueurs. Derrick, Dejounte, Lonnie et Keldon, mais on ne mentionne pas là-dedans Devin Vassell, qui nous impressionne pas mal, non? Ah Devin. bah, il régale, il ralasse comme on pourrait dire. Franchement, en fait déjà ce qui est Quel cool, c'est podcast de boomer, sérieusement. non mais en tout cas ce qui fait plaisir, c'est On a commencé par les Totally Spies. Hein. Pardon. ce qui fait plaisir, c'est de voir un rookie dès sa première saison pouvoir jouer autant. Et ça tombe bien que ce soit, du coup, ça tombe sur Devin Vassell parce on voit qu'il peut tellement apporter en défense. Il est incroyable en défense, franchement. Je sais pas combien de clips on pourrait sortir, enfin combien d'extraits de match on pourrait sortir où il défend comme un mort de chien et il fait chier des mecs qui lui renvoient genre 10 kilos et tout, mais juste parce qu'il est hyper long et il a des appuis hyper. Et puis dans ses lectures aussi, sur pick and roll, quand il y a une aide à faire alors qu'il a 0 degré, il est toujours bien placé, il lit très intelligemment le jeu. Tu vois, ça change de Bryn Forbes l'année dernière qui, en plus de pas avoir le physique pour défendre, était un peu aux fraises souvent. Bah, après, en attaque, tout ce il se contente surtout de tirs à 3 points, mais déjà, il a une bonne explosivité. Il a déjà mis quelques dunks pas mal depuis le début de saison. Mais après, c'est clairement pas en attaque que moi je l'attends. Mais en défense, en tout cas, il fait vraiment plaisir. Après, c'est un rookie, on n'a pas l'habitude de voir des rookies jouer autant chez les Spurs. D'habitude, ils vont en G-League, juste là, il n'y a pas de G-League, donc en fait, il lui donne du temps de jeu. Ouais, le statut de l'équipe aussi, en fait, ça permet de. Ouais. Mais en fait, c'est vrai que quelque chose que Pierre a dit, et j'aimerais vraiment mettre l'emphase dessus. Défensivement, j'ai rarement vu un rookie aussi intelligent. C'est-à-dire que en fait, il a tout simplement, il a un des meilleurs defensive ratings de la ligue. Ça c'est fait. Et quand il est sur le terrain, il apporte tellement en défense, vraiment. En aide sur pick and roll, il revient parfaitement sur ses joueurs. Enfin, il a vraiment l'instinct du défenseur. Et il y a très peu de joueurs qui peuvent, qui, quand ils étaient rookies, avaient cet instinct-là. Effectivement, en attaque, pour le moment, c'est quasiment que du spot-up 3 ou un tout petit peu de pick and roll mi-distance, mais on le voit pas beaucoup au cercle, j'ai l'impression. Pour le moment, il a un bon shoot extérieur, mais il crée pas. Il a envoyé un pull-up face aux Wizards. Là. Il a envoyé un pull-up en sortie d'écran à 3 points, pas mal. Et truc à noter sur Devin Vassell aussi, c'est qu'il a une mécanique de tir presque incontrable, puisqu'il un peu comme Aldridge finalement, il lâche son ballon très très haut sur son geste de shoot. Du coup, c'est très compliqué d'aller le chercher au contre, et ça, c'est très bien pour un shooter à 3. Et en plus, il a des bras immenses, donc déjà Oui, qu'il la lâche haut, mais en plus, il a des bras hyper longs. Ouais. Non, mais c'est... Quand il est sur le terrain, c'est un plaisir, vraiment. C'est tentaculaire, ces bras. C'est Ouais. un délire. Franchement, il fait vraiment très plaisir. Après, on savait qu'il était déjà prêt à jouer. Il a fait 2 ans en université quand même. Donc on savait qu'il était plus ou moins prêt à jouer. Après, de là être le meilleur défenseur de l'équipe. Non, mais franchement, honnêtement, actuellement, c'est celui qui est le plus impressionnant en défense dans l'équipe. Alors qu'on a que des spécialistes défensifs, presque Murray, Keldon, Lonnie, Derrick, Devin. Jacob, c'est le seul, enfin, c'est celui qui est le plus impressionnant en défense. Parce que c'est le moins attendu aussi, en vrai. Aussi, mais je pense que ça joue. Après, c'est le joueur en termes de stats, c'est le meilleur. C'est le joueur qui ramasse le plus d'interceptions par match. Vraiment, il est super pour intercepter les lignes de passe ou dans les mains. Enfin, vraiment, il y a rien qui fait mal en défense, en fait. C'est ça qui est fou. C'est ça. Il faudrait juste prendre un peu de muscle pour mieux encaisser si on le prend au poste ou quoi, mais sinon. Ouais. Bah, après, c'est un poste de 3, tu vois, donc il n'y a pas besoin de devenir comme Keldon, mais effectivement. Et pour le coup, il est très jeune, Devin Vassell. Il y avait les gars d'envergure dans l'épisode 10 de Spurs Break qui nous avaient dit que du bien de Devin Vassell. Et ils avaient raison. Ils avaient vraiment raison pour le coup. Ouais. J'espère que le retour de Derrick va pas lui faire perdre trop de... Il va forcément en perdre, tu vois, mais j'espère qu'il va pas se retrouver qu'avec des miettes, que du garbage. Ah, là, il joue 18 minutes par match. Ouais, il joue 18 minutes, mais tu vois, avec Derrick... passer à 11-12, quoi. Va revenir. Ouais, mais en tout cas, j'espère que Pop le mettra pas, tu vois, que pour les fins de match où on est à plus ou moins 25. Après, j'espère que parfois, il essaiera de le responsabiliser et de le faire jouer dans des matchs où c'est un peu chaud. Tu vois, quand tu vois que ça marche pas, quand le 5 marche pas, il le met dedans et il essaie de dynamiter un petit peu. Non, mais il y a des mecs comme Patty Mills, Rudy Gay qui vont peut-être aussi perdre des minutes à l'arrivée de Derrick.
Rudiger, on espère, même si En vrai, il est vraiment très bon pour le coup. il est très bon, régulièrement, mais le il est jour vraiment- où- Ouais, le jour où il rentre pas ses shoots. quand ses shoots vont moins bien rentrer, on va péter un câble. Ah oui, parce que en fait. c'est Donc, toujours le joueur qui fait moins de passes de NBA, j'en suis sûr et certain. J'ai pas trouvé la stat, mais Non, mais si c'est pas lui, je sais pas quoi faire d'autre. Parce que vraiment, c'est franchement, c'est exceptionnel. sûr, c'est lui. Après, Il y en a des mecs qui font pas de passe. Mais ouais. Il rend fou terrible. quand même. Non, mais il met ses tirs. Moi, je vais pas me plaindre. Hein. Mais je trouve qu'en défense, en tout cas par rapport à l'année dernière, il s'en foutait. Il en avait rien à foutre. Là, je trouve qu'au moins, il est un peu plus investi. Il fait que son ce soit taf. en défense. Il fait le taf. Il est toujours un peu trop payé, mais au moins, il est moins cher que ce qu'on avait l'année dernière. L'année dernière, on avait. Non, les dernières, il était avait un nul à demi- chier. Et on le disait dans chaque podcast l'année dernière, on avait 10 secondes, on disait Rudiger est nul et on passait à la suite. Là, Rudiger, pour le coup, est vraiment bon. Bah là, il a le rendement auquel moi je l'attendais quand il a signé son Exactement, contrat. il met 12 points par match, il prend ses tirs. Enfin, Il finit quand son contrat, Rudiger, vous savez? bah, ou cette pas année. Il est en fin de Ouais, contrat, là. Il est en Ouais. contracteur, ouais. Ok. Tout comme Aldridge et DeRozan. Et Patty Mills. Et Patty Mills. Eh bien, avant de passer à la suite, on fait un break dans le Spurs Break. Pour le retour de la chronique de Clément, qui va nous parler d'un certain Johnny Moore. C'est parti. Introduction de match, hymne national, temps mort ou encore mi-temps, toutes les occasions sont bonnes pour apercevoir les maillots retirés par la franchise lors de chaque match. Toutes ces légendes qui ont marqué la franchise des Spurs, vu leur maillot placardé au plafond de l'AT&T Center et qui excluent tout autre joueur de porter leur numéro, exception pour LaMarcus Aldridge. Mais voilà, quel fan des Spurs ne s'est jamais demandé qui était ce Johnny Moore au numéro atypique de 00 accroché entre Gervin et Robinson. Vous aussi? Alors il est temps de mettre une histoire sur ce nom. Johnny Moore était un meneur de jeu venu tout droit de l'université du Texas et qui a joué 9 saisons pour les Spurs entre 1980 et 1990. Il y a une période entre 87 et 89 où il a été complètement absent des terrains. En carrière, Moore tourne à 9,4 points, 7,4 assists et 3,4 rebonds par match, avec une très belle période en début de carrière où il enchaîne 5 saisons à quasiment 10 points et 10 assists de moyenne. Mais jusque-là, rien d'exceptionnel, vous allez me dire. Alors qu'est-ce qui rend ce joueur si spécial au point de retirer son maillot à San Antonio? Moore était en passe de devenir un des meilleurs point guards de l'histoire de la franchise lorsqu'il contracte une forme rare de méningite, la coccidioïdomycose, plus connue sous le nom de fièvre de la vallée ou fièvre du désert. Cette maladie est causée par un champignon indigène présent sur le sol désertique des zones les plus sèches du sud-ouest des États-Unis. 10% de la population de cette zone géographique est exposée à ce champignon, et 1% des personnes exposées contractent une méningite. Johnny Moore avait une chance sur 1 million de contracter cette maladie. Tout a commencé durant la 5e saison sous le maillot des Spurs, où Moore a commencé à avoir des maux de tête insupportables. Rien n'a aidé, même pas le plus puissant des analgésiques en vente libre. Après un game contre les Clippers, le 20 décembre 1985, son mal de tête était si fort qu'il n'en a pas dormi de la nuit, et quand il s'est levé le lendemain, en partance pour Denver, il avait l'impression d'avoir eu la pire gueule de bois de sa vie. Malgré ça, il va assurer sur le match face à la très bonne équipe des Nuggets, dans une victoire 128-118, où il inscrit 22 points et 11 assists, en face-à-face direct avec le célèbre Fat Lever. Ce fut le dernier match pour le joueur qui était en tête dans le classement d'assists par match sur la saison avec 9 passes de moyenne. Quand les Spurs retournent à San Antonio, Johnny part voir le médecin de la franchise et il dira aux journalistes qu'il pensait simplement recevoir un traitement adapté, mais il se retrouvera au final 3 jours d'affilée sous les mains du corps médical à subir de nombreux tests. Et heureusement, car les résultats révèlent une méningite avec une inflammation des membranes recouvrant le cerveau et une inflammation de la moelle épinière. Au vu de la gravité de la situation, une chirurgie cérébrale est ordonnée sur le champ. La nouvelle est terrible pour le joueur et la franchise. La saison de Moore est terminée et son absence aura un énorme impact sur l'équipe. Ses coéquipiers dévastés par la nouvelle enchaîneront 18 wins pour 35 loses pour le reste de la saison, finissant 8ème de l'Est et jouant au premier tour des playoffs les Lakers de Magic Karim et James Worthy, meilleure équipe de la conférence. Sans surprise, les Spurs se feront balayer dans une série de best of 5. Après 2 chirurgies cérébrales, Moore revient pour la saison 1986-87, mais il n'était plus que l'ombre de lui-même.
il tourne à 8,6 points et 4,5 assists par match. La saison d'après, il jouera à peine 4 games avant que les Spurs le coupent à contre-cœur. L'histoire devient belle lorsque Moore, free agent en 89, re-signe avec les Spurs et rejoue 53 games en backup de Maurice Cheeks. Il tournera à 2,2 points et 1,5 passes par match en moins de 10 minutes de jeu. Ce sera sa dernière saison en NBA et les fans des Spurs auront toujours cette question qui les hante. Que serait-il devenu sans cette fièvre du désert ? Aujourd'hui encore, il reste le leader de la franchise en nombre de passes décisives sur une seule saison avec 816. Il est aussi le seul Spur à avoir lead la NBA en termes d'assists durant la saison 81-82 avec une moyenne de 9,6 passes par match. Enfin, il est le deuxième joueur all-time des Spurs en termes d'assists par game avec 7,4. Reconnaissant son courage et son impact sur la franchise avant sa maladie, les Spurs décident de retirer son maillot 00 le 20 mars 1998. Merci Clément, on va passer à la suite avec une question Twitter, celle de Ben Baker, qui a mené un débat intéressant avec Evan Glosky, un journaliste américain, qui nous signale que le troisième line-up le plus utilisé est Murray, Mills, Vassell, Gay et Poltel cette saison. Elle représente, rapporté à des stats de match complet, 116 points marqués et 74 points encaissés seulement. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme info de ça ? Quels ajustements vous pensez qu'il faudrait faire, sachant ça ? Je rappelle, c'est Dejounte Murray, Patty Mills, Devin Vassell, Rudy Gay et Jakob Poeltl. C'est une... Vas-y Pierre. Moi j'allais dire en fait que je sais pas s'il y a d'ajustements à prendre parce que c'est un 5, souvent ce 5 là je crois qu'on le voit en milieu de deuxième quart, juste avant que les titus y rentrent. Dans le trou du match, ouais. Mais enfin, ce que je trouve très fort du côté de Pop, c'est qu'il a réussi à mettre une sorte d'alchimie entre ces 5 joueurs-là. Tu vois, avec Poeltl qui reste en protecteur d'arceau. Si on parle en défense, tu vois, même Patty Mills, il est encore plus tanké que l'année dernière. On en parlait au précédent podcast. Et il est hyper actif sur les lignes de passe ou même sur l'homme. Et en fait, pour moi, il n'y a pas d'ajustement à faire. C'est un 5 qui sort dans des moments un peu charnières de carton, tu sais, les moments un peu de transition où tu es capable de te prendre un run de 10 points sans le voir. Et justement, je trouve qu'il y a moins de cartons pris par Pop parce on se prend des runs débiles en milieu de carton parce que parfois il y a ce 5-là et ce 5-là en défense, il fait le taf. Non, mais en vrai, c'est un 5 assez équilibré. C'est-à-dire que il y a Murray qui va apporter de la création de la défense. Poste 2, Patty Mills qui est un streaky shooter. Donc lui, il va dynamiter à 3 points en sortie d'écran, machin. Poeltl est évidemment là pour faire des très bons écrans et pour garder une encre dans la défense. Mais on a beaucoup vu Patty Mills pull-up derrière des écrans aussi, souvent à succès, puisqu'il tire à 42,5% à 3 points, ce fou. En prenant 6 par match évidemment. Et du coup, donc on a ces deux-là. Ensuite, on a Devin Vassell qui va apporter de la grosse défense et du spacing, puisqu'il est aussi très dangereux à 3 points, 41%. Rudy Gay va apporter des solutions aussi en attaque, en isolation. Il va apporter du 3 points. Enfin, lui, il apporte de tout en attaque de toute façon, notamment du tir. Donc lui, pas beaucoup de passes, mais du tir. Très peu de passes et énormément de tirs. Mais du coup, il y a besoin aussi justement qu'il puisse apporter cet équilibre, histoire de trouver des solutions quand on n'arrive pas à marquer en première intention, que ça soit la seconde option, des choses comme ça. Ou même juste la première, ça marche aussi bien. Des fois, on a des possessions de 4 secondes où ça se finit par un tir de Rudy Gay et ça rentre. Et oui, et donc Poeltl pour l'encre défensive et les écrans. C'est une line-up assez équilibrée avec des joueurs intelligents. Et ça m'étonne en vrai pas que ça fonctionne. Et aussi évidemment beaucoup de défense. C'est très bien que ça soit une line-up qui soit beaucoup utilisée en fait. Ce que je trouve bizarre avec cette line-up, c'est que t'as pas beaucoup de joueurs qui peuvent pénétrer. Dejounte Murray, au début de sa carrière, il le faisait beaucoup. Maintenant, il s'arrête un peu à 2 points pour shooter, souvent. Mais ça fonctionne quand même très bien. En fait, DJ c'est le seul pour le coup il le fait encore en vrai. C'est le seul qui va encore chercher les points dans la peinture. D'ailleurs, par rapport aux saisons dernières, son pourcentage de réussite dans la restricteur derrière, sous le panier, a monté de, je crois, 10%, un truc comme ça. Il doit être à 60% de réussite. Et dans cette line-up, c'est le seul qui le fait vraiment. Et c'est peut-être du coup la seule chose qui manque à cette line-up, mais visiblement, c'est une line-up qui fonctionne très bien. Donc pourquoi finalement s'emmerder ? C'est peut-être en vrai une de nos line-up qui shoot le mieux.
en extérieur, enfin surtout le trio Patty, Devin, Rudy. Et du coup, c'est pas dérangeant vu que c'est des bons shooters externes ou à mi-distance. C'est pas dérangeant si ça pénètre pas la raquette. Et on a de quoi sortir depuis sous le panier, quoi, Voilà. aussi. Enfin, t'as des joueurs pour aller les chercher, des choses à faire. Puis c'est des bons rebondeurs aussi, donc si le shoot rentre pas, Ouais, on voilà. a quand même, Ouais. Exactement. on a quand même de quoi sauver les points avec Potel, Dejounte, Rudy et Vassell. Et Patty En fait, qui en gratte un de temps en temps. Mais Lui, voilà. Patty Mills, il prend que les rebonds qui sont à 4 mètres, à 4 mètres du cercle, qui sont en train de traîner. Il jump dessus. C'est une fouine. Ouais, c'est ça. Une fouine. Exactement. Non, en fait, la force de 5 majeur, c'est que en vrai, il est capable de faire des stops consécutifs. Et ça, c'est assez pratique du coup pour faire des runs parce que de l'autre côté, même si en attaque, ça rentre pas, bah, comme Jules l'a dit, on a des bons rebondeurs et donc, tu vois, tu peux toujours gratter 2 points, 3 points par-ci par-là. Et au final, tu as un petit run de 6 points qui peut te permettre de revenir dans la partie où justement de prendre le large. Et après, bah, tu fais rentrer tes titulaires, etc. En fait, c'est vraiment une unit qui peut te permettre de réduire l'écart. On n'a pas encore parlé de Lamarcus Aldridge. Il y a une question de Baptiste Shaw qui nous, Ça se passait bien demande. jusqu'ici. Vraiment désolé. Hein. Aïe aïe aïe. Au moment de la trade deadline, sur 10, à combien le départ d'Aldridge est-il probable? 8. Ouais. 5, je pense. C'est pas Ouais, ce que moi, vous j'ai- voulez, hein, c'est ce qui va se passer avec Ouais, le voilà, front moi, office, je j'espère. dirais- je dirais 4. Je pense pas qu'il y ait beaucoup Ah ouais d'équipes qui seraient prêtes à mettre. Franchement, quand tu le vois se déplacer sur le terrain, tu vois que il est quand même plus. Enfin, il a quand même beaucoup de mal à se déplacer, et donc en défense, c'est un vrai poids. On dirait qu'on parle vraiment d'un retraité. Quoi. Et quand il joue... Bah Alors, ouais, il a mais vrai- franchement, il a vrai- quand tu le vois, Non, mais on moi, dirait, ça me fait de la peine. on dirait J'adore que tu ce parles de joueur, ma hein, grande mais- tante, en fait. C'est vraiment... Elle a de la peine à se Quand déplacer. tu le vois dans le jardin de la maison de retraite, franchement, il a du mal à se déplacer entre les bancs. Ouais, tu- C'est chaud, quoi. Avec ses crocs. Moi, j'ai plus envie de parler de retraite pour Aldridge que pour Pop. Hein. De ouf. Mm. De ouf. Pop, Pop, saute- il est toujours Pop capable de saute plus haut sauter, qu'Aldridge, hein. il saute sur le banc de touche, voilà. Exactement, exactement. Après, Il y a plus de cheveux aussi. Aldridge, parfois il te sort, tu sais, il nous a fait quelques perfs, etc., où il shootait un pourcentage indécent, mais après, c'est vraiment pas ce qui ressort le plus de son. Bah ouais, de mais lui, il marque sur le début de saison. il marque plus que sur pick and pop. Hein. Ouais. Il coûte 27 millions, en fait. Enfin, il y a aussi ça qui rentre en compte. C'est vrai, j'avais oublié son contrat. Ouais, non, il sera pas trade en fait. Non, non. Je pense que ça va être dur, ça va être très dur C'est pour mort. pour leur fourguer à quelqu'un. Il va re-signer dans une équipe au minimum ou presque cet été. Et Non, nous, mais on cet le été, il laissera repart partir. à sans rien. Portland au minimum, C'est ça. je pense. Pas au minimum, mais un truc, ouais. Vas-y, 6 Ouais, millions. si, je pense que maintenant, à ouais, l'âge- minimum, carrément. Non, mais le mec peut Mais plus. il a, Non, 30, mais il a 35 balais, il a 36 ans, tu Mm, le prends minimum vétéran, même s'il peut encore te mettre les 12 points par match. En défense, À c'est la trop Marc dur. Gasol, quoi. Les seuls moments où il a fait des pointes à 20 points et tout, il avait Enes Kanter sur lui, par exemple, qui n'a pas su, enfin, qui comprend pas qu'il faut le coller quand il est contre Enes Kanter, quand il est en ligne des lancers. il a mis 21 points, je crois, contre Enes Kanter. Vraiment, je sais pas si. Je pense pas que je dis une connerie. La totalité de ses points, à part genre 2 ou 3 lancers francs, c'était du pick and pop à mi-distance. Ouais, voilà, que du mi-distance. Et quand il marque 28 points contre les Lakers aussi, il y a énormément de ça aussi. Il y a un tout petit peu plus de postes, mais en vrai, on sent qu'il choisit ses matchs et qu'il y a des matchs où vraiment il se dit. On a fait 2 matchs d'affilée contre les Rockets. Je crois que c'est le premier match contre les Rockets. Il y a vraiment eu une séquence où j'ai hurlé parce qu'il y a vraiment un tir raté et lui, il regarde le ballon tomber et c'est Patty Mills devant lui qui prend la balle. Lui, il regarde le ballon rebondir devant lui. C'est fou. Il est en train de mourir, le pauvre. Faut arrêter. Enfin. Et il y a tellement Toujours plus. de séquences où on part en contre-attaque et il reste sous le panier. Oui. Et il attend que la défense revienne. C'est genre tu te dis mais c'est lunaire en fait on attaque à 4. Il va chercher un contre et il attend sous le panier. Il attend que l'équipe revienne. Il quoi. trottine. C'est Non, un c'est scandale. vraiment. Et c'est pour ça que je pense qu'on aura beaucoup de mal à le trader d'ici la trade deadline. Et même si on réussit à le trader, je pense pas que ce soit dans une équipe contender, un truc comme ça. Ah non, ça c'est sûr que non. Non, par c'est contre. qu'une équipe qui C'est peut une aller équipe qui chercher. veut qui veut dégraisser du cap. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Après, il y a peut-être moyen de gratter un jeune ou un pic avec ça, donc ça se tente. Non, en vrai, vous avez raison, il y a 0. Genre, ce sera sur 0, vraiment. Il y a plus de chances que Rudiger parte que lui, je pense. Ouais, bah Rudiger est valuable en fait dans une équipe.
Je pense que c'est notre joueur le plus tradable, en sachant qu'on risque de pas bouger Patine et DeRozan. Ouais. Donc je pense que si trade il y a, ce sera Rudy Gay. C'est quand la trade deadline là Je crois que c'est début mars ou début mars, non? Attendez, je vais regarder vite fait, je vais tricher. Voilà 25 Marcus mars. Aldridge, Fin mars. le 25 mars. Bah, je pense qu'on aura le temps de reparler d'ici là dans les prochains Spurs Break. Mais pour l'instant, du coup, on va vers une fin de contrat tranquille de la Marcus Aldridge et vous re-signez DeRozan. alors, je sais pas, c'était mais ça on la verra. question. Ça, c'est une autre discussion, ça. Mhm. Ça, c'est une autre question. En vrai, on aura le temps d'en reparler de Ouais, ça. c'est un peu tôt pour parler d'une re-signature de DeRozan. Attends, mais- vous avez vu comment Jerry il essaie de la mettre à l'envers à cette Total Spice là? Il nous fait dire des choses qu'on n'a jamais dit. Je vais vous aspirer dans les poubelles. Oui, petite mission d'infiltration en Corée du Nord, mais ça va durer 2 secondes, vraiment. Tranquille, vous aurez des compoudriers et des rouges à lèvres laser. Franchement, les rouges à lèvres laser, c'était vraiment terrible, ça. C'est tellement sexiste. Mais ça existe vraiment dans les Total Space. Oui, non, mais C'est vraiment ce je qu'elles ont. dis pas que Thibaut est sexiste. Ah oui, d'accord, Ah oui. ok. J'avais compris ça. Quelle merde humaine ce Thibaut, putain. Je le déteste Quel vraiment. connard, putain. Pour bien le connaître. j'avoue. On n'a pas parlé de défense encore, notamment la défense collective, que je trouve plutôt bonne, sauf sur certaines séquences où il y a des mecs tout seuls ouverts à 3 points, on sait pas pourquoi. Vous en pensez quoi, vous, de notre défense cette saison? Alors, on se plaint énormément de la défense cette saison, alors que pour le coup, on est dans le top 10 des defensive ratings de la ligue. Je pense que c'est... En fait, on a une bonne défense globale sur le jeu placé. La défense en transition s'est améliorée aussi depuis le début de la saison. Ouais. Mais notre vrai Ouais. problème en défense, c'est que même si on est plutôt bon au rebond défensif, s'il y a un rebond offensif, il y a eu tellement de séquences où on attend que quelque chose se passe pour réagir au lieu de le prévoir. Par exemple, il y a un mec ouvert à 3 points, rebond offensif, et on attend que le mec reçoive la passe pour se bouger, au lieu d'aller instinctivement sur lui, parce que du coup, c'est une nouvelle possession défensive. Du coup, on se replace sur ses joueurs, ce qui paraît évident. Mais du coup, il y a ça qu'on a en problème. On a assez peu finalement de moments de flottement sur jeu placé ou sur choses comme ça. On défend assez bien. On perd très peu de ballons, donc il y a assez peu De contre-attaque, ouais. de contre-attaque, même si on shoot pas très bien. Enfin, on a des joueurs assez rapides pour revenir. On a des ancres dans la raquette avec Aldridge qui est un peu à la ramasse, mais Paul Tull qui fait bien le taf qui fait bien le taf en protection d'arceau. Et vu qu'on a des joueurs mobiles et agiles, on n'a pas trop de problèmes. On se fait pas trop dépasser sur les drives. En pick and roll, ça va. On a les capacités pour switch. Après, ce qui nous manque vraiment, c'est de la communication défensive et de l'alchimie défensive pour qu'on puisse, pour que ça soit plus fluide, pour que ça soit huilé. Bon, ça viendra d'ici qu'on soit en playoff. Non, bien sûr. En playoff, on sera chaud, quoi, on va dire. Mhm. Mais, Si playoff, mais en vrai, non. arrête. Mais oui, c'était une blague. Mais en vrai, ce qui est intéressant, c'est que vous en avez parlé l'autre fois, mais je voulais rebondir dessus sur le côté, on a des individualités très fortes en défense, des Dejounte Murray, Keldon Johnson, David Vassell, etc. Et le 5 small ball qui commence le match avec DeRozan ou Keldon en 4, enfin voilà, en fait c'est interchangeable, on s'en fout, il n'y a plus vraiment de poste fixe. Nous permet aussi d'être hyper mobile sur les extérieurs, de switcher, de protéger, chacun couvre l'autre, etc. Et comme en fait il n'y a pas de poste 4 dominant à part quelques exceptions telles que Anthony Davis, etc. Mais sinon, Qui joue souvent pas mal les 5 postes aussi. 4. Ouais, mais voilà, souvent les postes 4, c'est soit des 3 qui ont été décalés en 4, Oui. Soit à la Kevin Durant. LeBron. Bon, après, voilà, c'est des joueurs injouables, mais souvent, Oui. c'est soit un gars qui va être spécialiste de la défense, un peu couteau suisse à la Draymond Green, ou un mec qui est là pour stretcher, genre Davis Bertans, tu vois. Et du coup, le fait qu'on n'ait pas de poste 4 titulaire fait qu'on est beaucoup plus mobile, et c'est ce que Pop a enfin décidé de faire après des années à s'entêter à foutre du Trey Lyles, de la Marcus Aldridge en titulaire, ce qui... Trey Lyles, pour le coup, Trey Lyles- Trey Lyles était mobile en vrai. Il était plus gros, Oui, mais il était mobile. si tu fous un LeBron, eh ben, qui peut jouer 4, eh ben, Trey Lyles ne peut pas le défendre en fait. Mais personne. Donc, du Non, coup, mais alors vraiment personne ne peut défendre Alors, LeBron.
Quand je dis le défendre, c'est rester devant lui quand Ouais, il le a la balle en ralentir. main. Oui. Voilà. C'est pas évidemment que personne ne peut défendre LeBron, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais du coup, ce côté 5 small ball qui bouge beaucoup avec beaucoup de jeunes qui apportent de l'énergie, etc., fait que on est plus efficace défensivement que la saison précédente. Et ça fait que globalement, il y a une meilleure défense d'équipe. Et puis le fait de remplacer Bryn Forbes par Lonnie Walker et Marco Bellinelli par Devin Vassell t'aide un petit peu dans ta défense collective, on va pas se mentir. Voilà, en fait, pour moi, Donc, il y a deux choses. Vas-y, finis. donc du coup, en fait, juste pour finir, c'est juste pour ça que on a une meilleure défense et le manque de enfin les tirs à 3 points qu'on prend, beaucoup de shoots ouverts, etc. C'est surtout un manque de communication ou d'attention qui va se régler avec le temps. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. On a moyen de finir, je sais pas, 7-8e défense de la ligue à la fin de la saison. Avant que vous enchaîniez, petit mot pour saluer le début de saison de Marco Bellinelli au Virtus Bologne, qui est chaud patate, il est trop fort. En même temps, il smurf, hein, le mec. Ouais. Ah, mais en joueur il FIBA, régale. C'est un monstre. On sait que ça peut être un bon Ouais. joueur. Moi, je voulais juste rajouter un truc sur la défense. Je souscris totalement à ce que Jules et Ben viennent de dire. Et on en parlait avant le podcast, on est quand même l'équipe qui concède le moins de fautes de toute la NBA. Et ça voit aussi que, outre les capacités athlétiques, physiques de nos joueurs en défense, on a quand même beaucoup de défenseurs assez intelligents qui vont pas provoquer de fautes stupides. En tout cas, que quand ils vont en faire une, bah, elle est justifiée. Ce sera soit pour empêcher un panier facile, soit parce qu'on a une faute à donner, mais ça, c'est assez remarquable quand même que on fasse partie de ce lot-là des équipes qui en concèdent le moins. D'ailleurs, on voit que nos jeunes, ils veulent apprendre parce que dès que Keldon, Lonnie ou un autre prend une faute, et directement, il se retourne vers le banc. Il dit, mais quoi? Comment ça j'ai fait faute? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais dès qu'ils prennent une faute, ils se tournent vers le banc. Alors que De Rozan se tourne vers les arbitres. Voilà, pour les Dans- démarrer. dans le but Ils foncent vers les de arbitres. leur mettre un coup de coude. Non, mais alors, pour rebondir sur ce qu'a dit Jules et Pierre, je pense qu'il y a deux choses importantes que j'aimerais rajouter. Déjà, alors oui, Keldon Johnson est plus petit. Enfin, Keldon Johnson est un extérieur, en fait, plus que ce qu'on avait les années dernières. Mais en fait, là où Keldon Johnson est incroyable, c'est qu'il a la taille et la mobilité, la vitesse et tout ce que tu veux d'un poste 2, et il a la masse d'un poste 4, ce qui lui permet notamment de foutre Anthony Davis par terre sur des drives, véridiques, et de défendre, Il peut défendre au et poste de et tout, défendre c'est Zion incroyable. Williamson de l'autre côté, donc Au poste. au poste. Donc c'est très impressionnant. Le mec, non, mais quand on dit c'est un char d'assaut, c'est littéralement un tank, c'est un porte-avions. Donc il y a ça. Il a 20 piges. Il a. J'ai envie de pleurer, c'est exceptionnel. Et Tu mets 2 Benjamins en lui, Ou hein, 3. minimum. tu peux Au parler. trois. Hein. Et la deuxième chose que j'ai dit, c'est que on n'a plus Bryn Forbes, on n'a plus Bellinelli, c'est-à-dire que chaque joueur de rotation qui va rentrer sur le terrain, il n'y a aucun moment dans cette série où je me dis ah, fait chier, ça va nous plomber tel ou tel truc. Il y en a aucun qui est suffisamment mauvais quelque part, comme par exemple Bryn Forbes l'était en défense ou Bellinelli, où je me dis ah putain, on va prendre des cartons, c'est bon. Personne n'est négatif sur un terrain en fait. Et ça, c'est très agréable déjà. Et ça prouve qu'on a une équipe très complète et en général, et qui n'a pas tellement de failles majeures. À part le fait d'être jeune et donc que les arbitres nous pissent dessus. Mais de toute façon, quand tu es l'équipe de DeMar DeRozan, t'as pas beaucoup de choix. Voilà. Même nos vétérans se font pisser dessus par les arbitres, Ça. donc ça, y a pas de souci. Il y a pour le moment 17 matchs, il y a eu un seul moment dans la saison où j'ai vu DeMar DeRozan avoir envie de tuer un arbitre. J'ai hâte qu'il y en ait d'autres. Parce que c'est toujours des grands C'est moments. exceptionnel. Hein. Bon Ben, puisque tu as la parole, garde-la. Tu nous as préparé une question, je crois, pour finir ce podcast. Oui. Ouais, c'est parti. Game time. Une fois n'est pas coutume, j'ai fait un kick switch parce que j'adore ça. Pas besoin de me donner votre nom ou quoi, donnez-moi juste le nom du joueur. C'est parti. Je suis né le 9 décembre 1986. Très tôt dans ma vie, je suis intéressé par le sport, mais ce ne sera pas le basket, mais plutôt le rugby. Étonnant. À l'âge de 15 ans, mon grand frère m'introduit au basket, ce qui me fait quitter donc le rugby pour me concentrer sur ce sport et envisager une carrière
dans le basket, j'ai fait 2 répétitions, bravo à moi. Je me rends donc à l'université de Washington State pendant 4 ans, et en 2009, Aaron Baines. bien joué. Oh putain, Oh là c'est là vrai. là là là. Oh là là, Putain, j'étais en train de réfléchir là en me disant en Je 2001, cherchais un il avait rugbyman. 15 ans. Moi, je cherchais un putain, mec qui avait j'essaie. 30, la Alors, trentaine. j'ai vraiment fait. Donc, tu m'as vraiment fait faire 5 paragraphes pour le trouver au Oui. bout de 15 secondes. Vas-y, lis la suite, je si te tu la veux. donne. Mais non, Thibaut, c'est trop long. Thibaut. Non, mais en gros, je suis allé en Europe un peu partout. Je signe aux Spurs début 2013. Je fais des allers-retours avec l'équipe de G-League. Je suis titulaire au Game 4 du premier tour, au Game 4 du premier tour de playoff 2013, pardon, avec l'objectif de défendre Dwight Howard. L'année d'après, il continue les allers-retours en D-League et des sacrés champions NBA. Il re-signe avec les Spurs pour 1 an. L'année d'après, il va chez les Pistons pendant 2 ans. Ensuite, chez les Celtics pendant 2 ans. Puis, comme tout le monde le sait, il va à Phoenix. Ça devient un mème. Et cette année, il est à Toronto. Voilà. Donc Ouais. bravo Ouais, Thibaut. bien joué Thibaut. Ouais, Je l'ai fort, eu fort. vachement Merci tôt. bien. Monstrueux. Trop Je suis clutch. trop fort. Faudrait qu'on réécoute les fins de Spurs Break pour faire un score et qu'on voit à combien on est au bilan. Ah, Ouais, bah après, moi, j'ai peu participé, donc je Juste. sais que Ah j'ai bah on pas fera gagné un que ratio quelques fois. participation-victoire, on fera un ratio, t'inquiète. vu que je ne fais rien, c'est moi qui dois faire les questions. Moi, je veux bien qu'on compte, le quiz, l'épisode spécial quiz, hein, parce qu'il me semble que j'avais gagné. Non, c'est moi qui avais gagné. T'es sûr? Ouais, je crois que j'étais remonté. Oui, Je oui, sais t'étais plus. devant et j'étais Honnêtement, je remonté. sais plus. Je suis quasiment sûr que j'avais gagné, mec. Non, mais je crois qu'en fait, je confonds une fois où j'ai gagné un quiz de 3 questions de Jules, et ça y est, moi, je me dis tout de suite, ouais, j'ai gagné le quiz Je du suis le meilleur. putain de Michael Jordan des quiz. Bon allez messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. Merci les gars, merci Benj, merci Jules, merci Merci Pierre. à toi. Merci à vous, les gars, c'est toujours un plaisir de discuter basket. Un régal. On se retrouve le mois prochain pour un prochain épisode de Spurs Break.